Rómulo Gallegos. La chambre d'en face. Le romancier vénézuélien Rómulo Gallegos est né à Caracas, où il a fait ses études primaires et secondaires, puis un an de droit en 1905. Après avoir été chef de gare, comptable dans un domaine, professeur et fonctionnaire, il est directeur du Liceo Caracas, aujourd'hui Andrés Bello, de 1922 à 1928. Il voyage en Europe en 1926 et en 1928. Lorsque Doña Bárbara, son roman le plus célèbre, est publié à Barcelone en 1929, Gallegos est déjà l'auteur de nombreuses nouvelles, dont celle que nous publions ici et qui date de 1919, et de deux romans, Reinaldo Solar en 1920 et La Trepadora, la plante grimpante, 1925. Il vit à New York et en Espagne, jusqu'à la mort du dictateur Juan Vicente Gómez en 1936. C'est l'époque des romans Conta Claro en 1934 et Canaima en 1935. De retour au Venezuela, Gallegos devient ministre de l'Éducation. Il publie les romans Pobre Negro en 1937, El Forastero, l'étranger en 1942, Sobre la misma tierra, sur la même terre en 1943. Après l'accession de son parti, Acción Democrática, au pouvoir en 1945, Gallegos est président de la République en 1947. Mais un coup d'État l'oblige en 1948 à s'exiler. Il vit à Mexico, publie La Brisna de paja en el viento, Le brin de paille au vent en 1952, et revient au Venezuela après la chute du dictateur Pérez Jiménez en 1958. Gallegos reçoit alors le titre de docteur honoris causa de l'Université centrale du Venezuela et le prix national de littérature. Il est considéré par la critique comme un des plus grands romanciers hispano-américains. Plusieurs de ses romans ont été traduits en français, notamment Doña Bárbara en 1951 et Canaima. Première partie. La nouvelle courut de bouche en bouche. Il y avait plusieurs jours qu'apparaissait à Caracas un individu bizarre. Un après-midi, on le vit sur El Paraíso traverser rapidement la promenade, montant à l'européenne, avec un costume exotique, un cheval acharné de la façon la plus pittoresque. Un autre après-midi, il parcourait les rues de la ville dans une Victoria de luxe, accompagné d'un joli lévrier blanc. « Tu as remarqué celui qui passe là ?» demande de sa fenêtre une jeune fille à sa voisine d'en face. « Oui, ce doit être l'étranger dont on parle à Caracas. Sais-tu comment il s'appelle ?»« Non, il semble que personne ne le connaisse. On raconte qu'il est argentin, ou mexicain, et très riche, et qu'il appartient à la haute société. Ah, tiens, il paraît que son père est millionnaire. On dit qu'il l'a envoyé voyager parce qu'il semble qu'il avait une aventure avec une femme de condition inférieure à la sienne. Mais puisque personne ne le connaît, comment sait-on ces détails? Ah, ma fille, tu sais bien qu'à Caracas tout se sait très vite. » Et ainsi commença la légende qui donna à l'étranger une bonne partie de sa renommée retentissante. L'irréprochable élégance de sa personne fit le reste. Il y eut des curieux qui entreprirent de décrire les divers costumes qu'il exhibait, toujours adaptés à l'heure et aux circonstances, et tous resplendissants, de coupes très soignées et d'excellents tissus de bon goût. Mais ils finirent par abandonner. Renonçant alors au désir campagnard de faire l'inventaire de sa garde-robe, ils finirent par le copier, grâce à quoi l'élégant inconnu devint une sorte de mannequin qui répandit à travers Caracas la mode des paletot courts et ajustés et des pantalons à revers. On imita aussi ses manières particulières, sa démarche mesurée, le buste légèrement penché en avant, s'appuyant à chaque pas sur la canne qu'il portait toujours à la main droite, léguant maintenant le bras gauche fléchi, la main presque à la hauteur de la poitrine, portant le cigare à la partie allumée vers le haut, ce qui l'obligeait à procéder à des manœuvres compliquées, mais élégantes, pour le porter à sa bouche. Pourtant, l'étranger ne jouissait pas d'une sympathie générale parmi les jeunes gens de Caracas. On ne l'avait encore vu donner à personne une bonne gifle, susceptible de confirmer sa virilité. On soupçonnait qu'avec cette allure souple, si semblable à celle de la levrette, il ne pouvait être capable d'une telle prouesse. Et comme chez nous, on pardonne tout aux courageux et rien à ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils l'étaient, on lui refusa des qualités mâles et on lui donna d'injurieux surnoms. Par contre, sa réputation de dandy brilla sans tache parmi les femmes. Dans leur cœur féminin s'agitaient de délicieuses espérances, et après avoir exhibé son élégante personne à travers rues, promenades et salons, l'étranger acquérait une vie fantastique et douée d'ubiquité dans les rêveries des jeunes filles, qui virent en lui une promesse de mari idéal. C'étaient surtout les rêves de Marisa Reynoso, qui étaient les plus tenaces. Celle-ci appartenait à une grande famille de jeunes filles à marier, qui étaient toutes très présentables. Marisa était jolie et gracieuse, mais on l'avait gâtée à force de lui répéter qu'elle avait un nez grec et des yeux grisants. Un poète pour carte postale l'appela princesse, et elle le crut.
Lorsqu'elle allait au théâtre, elle s'efforçait d'arriver en retard, de manière que la salle fût pleine, le buste droit et le regard provocateur, en accordant des sourires caressants aux amis qui la saluaient et de gracieuses inclinations de sa tête grecque aux jeunes gens qui l'enveloppaient de leurs regards, pas toujours dénués de pensées malicieuses, en même temps qu'ils se disaient entre eux, et assez peu discrètement pour qu'elle pût les entendre, elle est terrible, aujourd'hui elle a l'air d'une reine. D'intimes affinités, parfaitement compréhensibles, firent que l'étranger tomba amoureux de Mélissa. D'autre part, elle usa de toutes ses armes pour conquérir cet arbitre de l'élégance, dont le nom, Lope Ariolas, était enveloppé d'une savoureuse légende de millions et d'aventures don juanesques. Et elle s'en servit avec tant d'habileté que peu après, Lope Ariolas rendait visite à la maison de la famille Reynoso. Le brusque clapotis des jalousies s'agita autour de celle-ci. Il y en eut même qui lui envoyèrent des perfides billets anonymes, lui conseillant de renoncer à ses amours dangereuses, car on commençait déjà à murmurer qu'Ariolas était un aventurier qui avait quitté son pays en fuyant les persécutions de la justice, à cause d'une sale affaire de fraude et de séduction. Mais, naturellement, Mélissa attribuait de si perverses rumeurs au dépit des autres qui, en même temps qu'elle, avaient entrepris le siège de l'étranger. Et, en contrepartie du désagrément que cela lui causait, elle se livrait en imagination à de délicieuses projections de son avenir. Elle se voyait parcourir le monde au bras d'Ariolas, fêtée et admirée de tous, opulente dans sa richesse, heureuse dans son amour. Ainsi passa le temps, et vint le moment prévu pour la noce. La maison de la famille Reynoso était sens dessus dessous, avec les préparatifs que l'on y faisait. Une équipe d'artisans polissait les sols, peignait ou tapissait les murs, vernissait les meubles, tendait un réseau compliqué de câbles pour la somptueuse illumination électrique qui devait transformer la demeure nuptiale en un palais de fées. La couturière allait, presque chaque jour, essayer à la mariée les pièces du trousseau. Les voisines venaient regarder en curieuses les nouveautés, et, dans les propos d'après-table de la famille, on ne parlait que des familles que devaient assister à la noce en les classant soigneusement dans les deux catégories de parrains et des simples invités. Tout cela coûtait à M. Reynoso les yeux de la tête, mais il était prêt à faire les plus grands sacrifices afin que la fête fût digne de la très haute qualité du marié et de la position sociale élevée que la famille occupait dans le milieu élégant de Caracas. Pendant ce temps, Gertrudis, la tante maternelle de Mélissa, qui l'avait recueillie depuis qu'elle était jeune orpheline, errait, pâle et soupirante. Privée de leur couche quotidienne de cosmétiques, ses cheveux blanchissaient du soir au matin. De grandes cernes d'inquiètes nuits blanches entouraient ses yeux myopes, où apparaissaient fréquemment de furtives larmes qu'elle essuyait avec l'extrémité d'un mouchoir qu'elle gardait à la main, comme si elle se trouvait dans une maison mortuaire. Lorsque la nuit tombait, son corps commençait à être secoué par la peur, annonçant celle qui l'étreignait lorsque, la compagnie de Mélissa lui manquant, elle se coucherait seule pour dormir dans cette chambre d'en face, dans les combles de laquelle les souris se lançaient dans des courses effrayantes. Parfois, elle faisait de funestes réflexions qui serraient les cœurs excités, et Don Juan Reynoso, qui professait une aversion incoercible et injuste à l'endroit de sa belle-sœur qui l'avait aidé à supporter le poids du veuvage, lui intimait rudement l'ordre de se taire. Quant à Ariolas, on ne la voyait pas faire ses grands préparatifs, car il ne pensait pas s'établir à Caracas pour le moment, puisque le jour même de la noce, il partait en voyage pour l'Italie. Sous la légendaire beauté de son ciel, ils passeraient leur lune de miel. La veille de la noce, il se rendit à la maison de la famille Reynoso, en prenant à part Don Juan. Il exigea une entrevue avec lui, car il avait à lui communiquer quelque chose de grave. Monsieur Reynoso s'enferma avec lui dans son bureau, et ils y restèrent un long moment. Quand il en sortit et qu'Ariolas eut pris congé, Don Juan rassembla les filles et Gertrudis, la belle-sœur, pour leur dire « Savez-vous ce qui arrive? Cet Ariolas s'est révélé être un aventurier, un vagabond. » Comment cela est-il possible, Juan? S'exclama Gertrudis, sentant que le monde s'écroulait sur la tête de chacun d'eux. C'est ainsi. Il m'a confessé que tout ce que nous avons raconté de sa famille est pure légende, que son père n'a d'autre argent que celui que lui procure une charcuterie, c'est-à-dire une boutique de saucisses. Qu'il l'a envoyé au Venezuela parce que les autorités mexicaines le poursuivaient pour une folie qu'il avait commise là-bas. Imaginez ce que cela doit être. Qu'il n'a pas un centime pour effectuer les formalités d'état civil, parce que son père ne lui envoie que ce qu'il faut pour manger. Enfin que c'est un coquin, un chevalier d'industrie. Ces paroles, prononcées avec une voix tremblante de colère, tombèrent de façon accablante sur les dames Reynoso. Un silence de mort suivit. Soudain, Mélissa se mit à pleurer, avec une complainte entrecoupée de sanglots angoissés, étranglés par la violence même de leur force, hurlante, inquiétante comme le prélude à une crise de nerfs. La tante vint la consoler, tandis que les sœurs, les yeux remplis de larmes, n'osaient même pas la regarder. Don Juan Reynoso serrait les poings,
jusqu'à enfoncer les ongles dans les paumes de ses mains. Sur son cou, congestionné, sa veine jugulaire gonflait d'une façon alarmante. Les attentions maternelles de la tante Gertrudis et un peu de valériane calmèrent au bout d'un instant la douloureuse tourmente de Mélissa. Elle ferma les yeux, et appuyant la tête sur la poitrine de sa tante, dure et stérile comme la terre du désert, elle s'abandonna à l'implacable réalité de ses désillusions. « Bien, Juan, que penses-tu faire » demanda ensuite Gertrudis. « L'envoyer promener avec le diable. Il ne manquait plus que cela. Ce coquin ne franchira plus le seuil de cette maison. » Mélissa répondit. « Non, papa, non. Je l'aime tel qu'il est et je suis disposée à l'épouser. »« Mais mon enfant, es-tu devenue folle ?»« Moi, je l'aime, papa. Je l'aime et je veux l'épouser, quoi qu'il en coûte. »« Ce qu'il en coûte ? Que sais-tu, toi, de ce qu'il va m'en coûter à moi ? Je l'aime et je l'épouse. Et je l'épouse et je l'épouse. » Bon, je comprends ce qu'il t'arrive. Pour ne pas en démordre, pour ne pas avoir l'air ridicule vis-à-vis de tes petites amies, tu serais capable de sacrifier ton bonheur, ta vie même. C'est ainsi que vous êtes, vous les femmes. Et ensuite, vous vous plaignez. Je ne me plaindrai jamais, j'accepte la vie qu'il m'offrira. S'il faut travailler comme une négresse, je travaillerai. Très louable résolution, voilà qui s'appelle faire des sacrifices. Je les ferai, et si tu ne consens pas au mariage, je... Tais-toi, que vas-tu dire, malheureuse ? Papa, commencèrent à supplier les autres, et Gertrudis intervint. Réfléchis, Juan, elle est amoureuse. Ce n'est pas une raison parce qu'il est pauvre pour qu'Ariolas soit méchant. Lui, il aime et travaillera. Toi-même, au magasin, tu peux l'employer. Qui peut t'assurer que le bonheur de ta fille n'est pas là? Toi aussi, tu as perdu, qu'en dira-t-on? Et il est normal qu'on le craigne. Il est très désagréable de savoir que les gens sont en train de se moquer de vous. À toi non plus, cela ne peut te faire plaisir de penser que si ce mariage se rompt, demain la famille sera ridiculisée et fera l'objet de médisances et de calomnies. Il y eut une pause. Don Juan se débattait, comme sous l'emprise d'une lutte intérieure. Enfin il demanda. Bon, et que faisons-nous? Faire comme s'il ne s'était rien passé. Et où cette malheureuse va-t-elle vivre? Puisque j'ai déjà dit qu'Ariolas m'a avoué qu'il n'avait pas un centime. Et le voyage en Italie? Au diable le voyage. Es-tu sourde? Il n'a pas un centime. Tu entends bien, pas un centime. Il a eu l'insolence de m'avouer qu'il a dû vendre le lévrier pour payer la quinzaine échue de l'hôtel, parce que ce mois-ci, il n'a pas encore reçu la pension que son père lui envoie. Son père, il ne doit même pas avoir de père, ce vaurien. Nouvelle pause. Et ensuite Gertrudis avisait. J'ai trouvé la solution. Ils vont rester vivre ici. On va leur arranger la chambre d'en face. Moi, je mettrai mon lit dans la petite pièce de débarras. La chambre d'en face est très pratique. Et pour un couple marié, elle est faite sur mesure. Mélissa pensa au voyage de noces sous le ciel d'Italie, dont elle avait rêvé et fondit en larmes à nouveau. 1 heure plus tard, la tante Gertrudis installait son lit dans la pièce de débarras. Caracas, février 1919.